Il existe une forme artistique, l'opéra, où musique et langue, comme on sait, sont associées. Mais d'une part, elles n'y sont pas seules, puisque théâtre, chorégraphie et un certain nombre d'autres manifestations y prennent part aussi. Et en plus, cette association entre musique et langue n'a cessé de siècle en siècle de tourmenter les musiciens en même temps qu'elle exaltait leur talent d'invention. La musique a ses lois, qu'on pourrait appeler, en termes linguistiques, sa grammaire. Mais la grammaire des langues et celle de la musique sont bien différentes, quoi qu'en pensent ceux qui, comme Jean-Jacques Rousseau, soutiennent que la musique et la langue ont la même origine. On ne trouve pas en musique de composantes qui puissent être assimilées à la phonétique, à la morphologie, à la sémantique, à la syntaxe des langues. Syntaxe des phrases, la phrase étant, autant que le mot, une structure élémentaire de la langue. On peut soutenir, si l'on veut, que les notes de musique sont les morphèmes de la musique, c'est-à-dire leurs outils de base, et qu'elles en sont aussi, pour d'autres, les lexèmes, c'est-à-dire des unités douées de sens dont l'ensemble constitue un lexique. On pourra également dire que les éléments constitutifs des notes, comme le spectre acoustique de leurs vibrations, sont les phonèmes, ou unités sonores minimales, que les relations qui se tissent entre les notes au sein d'une mélodie, ainsi que les règles de l'harmonie, sont la syntaxe de la musique, et enfin, si l'on veut, que la musique possède aussi sa sémantique, qui est le message transmis, quels que soient par ailleurs les sentiments et la manière dont ils seront interprétés. Gaieté, tristesse, humour, solennité, déclaration sentimentale, dans les musiques d'opéra notamment, célébrations funèbres, combats, images de la nature, etc. Mais cette adéquation supposée ou espérée entre musique et langue est en fait quelque chose qui relève d'une formulation métaphorique qui n'a jamais donné plus que des impressions comparatives. Une raison essentielle en est que cet aspect de la syntaxe musicale, qu'est le contrepoint, c'est-à-dire la superposition des lignes mélodiques, s'oppose radicalement à la syntaxe des langues. Car la musique est capable non pas seulement d'inscrire les notes dans le flux du temps qui s'écoule, mais encore d'associer les lignes mélodiques dans le même moment, c'est-à-dire selon l'axe des simultanéités, alors que les langues, toutes les langues humaines, déploient un discours uniquement sur l'axe des successivités. Certes, dans les langues à tons, nous entendons les tons se superposer aux voyelles, comme en chinois mandarin, où ma veut dire maman, ma, le chanvre, ma, insulté, et ma, la voix tantôt ponctuelle, tantôt montante, tantôt descendante, tantôt alternativement descendante et montante, va signifier cheval. C'est un phénomène tonal, évidemment inconnu du français, où quand je dis chaise, chaise et chaise, j'ai dit le même mot, et où on pourrait considérer que je suis bon pour être examiné. Mais quoi qu'il en soit, on a ici affaire à un phénomène de langues à tons. Ça ne se passe seulement dans ces langues, celles d'Asie du Sud-Est, comme le chinois, le vietnamien, le thaï, de nombreuses langues mélanésiennes, de Nouvelle-Calédonie, les langues bantoues, voltaïques d'Afrique, beaucoup de langues amérindiennes d'Amazonie. En syntaxe, en revanche, quand on sort de la phonétique, bien que nous ayons une différence entre les langues à ordre des mots sujet, verbe, complément, SVO, langue indo-européenne d'Europe, le français au russe, SOV, sujet, objet, verbe, l'objet est avant le verbe, hongrois, turc, mongol, japonais, amharique d'Abyssinie, VSO, où le verbe est en tête, puis le sujet, puis l'objet, comme l'arabe classique et l'hébreu biblique. En dépit de cette différence, le discours de toutes les langues est identiquement soumis à la succession irréversible, implacable, diront certains, des mots, et cette succession des mots n'est autre que celle du temps. Il ne peut pas y avoir de contrepoint linguistique comme il y a un contrepoint musical. Ou alors, il ne pourrait y en avoir de contrepoint linguistique que lorsque beaucoup de personnes parlent en même temps, comme dans le beau tableau de Renoir que nous venons de voir, bien qu'il ne parle pas. Mais alors, quand beaucoup de personnes parlent en même temps, sommes-nous en langue, en musique? Nous serions plutôt dans le bruit qui équivaut ici à un assourdissant silence. Passons à la différence entre la nature des mots d'une langue, et plus seulement la syntaxe, et celle des sons musicaux. Un mot, qu'est-ce que c'est? C'est une unité, simple ou décomposable, douée d'une face sonore articulée, en unité phonétique plus petite, dont les tons dont je viens de parler dans les langues à tons, le ton étant le seul trait sonore définissable, lui, en termes mélodiques. Quelles sont maintenant les propriétés des sons musicaux? Ce sont en fait les paramètres perceptifs et cognitifs de la
composition musicale. Je les rappelle, bien qu'ils soient assez connus, car je constate, bien que je ne sois pas musicologue, mais qui intéresse beaucoup par le biais de la linguistique, je constate que ces paramètres, au nombre de 5, je crois, eh bien, assez souvent, quand on les énumère, on voit que les gens de culture tout à fait estimable, ou les ignorent, ou les ont oubliés, ou paraissent très surpris de les apprendre. Laissez-moi les rappeler: la hauteur, la durée, le rythme, l'intensité, le timbre. La hauteur, c'est la position d'un son sur une échelle de vibration, mesurable en hertz, qui s'étend du plus grave au plus aigu, ou inversement, comme on voudra. Mais un son ne frappe pas seulement par cette position, qui est, pour parler des instruments, celle des doigts sur les cordes d'un instrument à cordes, ou qui correspond au degré de tension des cordes frappées par les martelets d'un piano, ou encore, pour les instruments à vent et les cuivres, au volume de l'air libéré dans les tuyaux de l'orgue ou soufflé à l'embouchure d'une clarinette, d'une flûte traversière ou d'un hautbois. Un son se déroule aussi, et là c'est la deuxième propriété, après la hauteur que je viens de rappeler, dans le temps. Il en occupe une portion qui définit donc sa durée. D'autre part, l'agencement des sons entre eux dans une partition musicale, selon un battement binaire, ternaire, quaternaire ou autre, produit des pulsations très variables, dont l'ensemble constitue la troisième propriété des sons musicaux, à savoir le rythme d'un morceau de musique. Mais les sources des sons, c'est-à-dire la voix humaine et les innombrables instruments que les diverses cultures ont inventés en l'imitant, car c'est elle qui était et qui est toujours restée le modèle, peuvent produire des sons plus ou moins puissants par le nombre de bits, mesurant donc leur force, leur intensité, du plus piano au plus forte, et par conséquent, l'intensité est une quatrième propriété capitale des sons musicaux, comme de la voix parlée. Enfin, l'impression acoustique produite par un son est tout à fait différente selon que ce son est réalisé par un clavecin, un orgue classique, un orgue romantique, une contrebasse, un hautbois, un célestat, une trompe pygmée, comme celle que nous avons entendue hier, une tabla indienne, une mandoline andine du Pérou, de Colombie, de Bolivie. Ces différences acoustiques entre les instruments musicaux définissent la cinquième propriété capitale des sons musicaux, à savoir le timbre. Qu'est-ce que c'est que ce timbre ? Eh bien, c'est une caractéristique que nous pouvons privativement définir par le fait que dans la parole, contrairement au chant, le timbre est extrêmement ténu. En effet, un son musical contient des harmoniques par rapport aux fondamentales qui constituent, que l'oreille perçoit d'abord, et ces harmoniques, ce sont, les musicologues les connaissent bien, sur un do, mettons, do, sol, do, donc une quinte puis une octave, mi, sol, si bémol, do, ré, mi, fa dièse. Tous ces harmoniques s'entendent dans un orgue puissant et dans une contrebasse dont on fait vibrer longtemps la corde, notamment dans l'aigu, dans le grave, un peu moins dans l'aigu. Et une expérience très facile que n'importe qui peut faire, si je dis par exemple quelque chose comme « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mi, mi, do, sol. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, il est évident que quand je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?», je ne chante pas mi, mi, do, sol. Et pourtant, ce sont exactement les hauteurs que j'ai réalisées dans la parole linguistique. Qu'est-ce qui sépare donc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je chante de « Qu'est-ce que c'est que ça ?» qui a exactement les mêmes hauteurs. Eh bien, c'est une différence de timbre, à savoir de type de vibration et de caractéristiques liées au mode d'articulation des différentes sources de son. Je n'insiste pas, bien que ce soit un phénomène passionnant, je voulais simplement dire que toute partition qui est reconnue comme musicale exploite d'une manière ou d'une autre ces 5 paramètres des sons musicaux qui sont ainsi exploités dans toutes les cultures de l'humanité, quels que soient les types de gammes sur lesquelles elles se fondent, que ce soit une gamme pentatonique, comme celle des orchestres traditionnels du gamelan balinais, javanais et sundanais, et le mode indonésien slandro, que ce soit dans la musique heptatonique, c'est-à-dire avec les 6-7 tons qui sont ceux de l'Occident moderne, dodécatonique, comme dans la musique sérielle de Schoenberg, Berg, Webern et leurs successeurs, ou tout autre type de gamme encore. Ces 5 paramètres constituent donc un PGCD, un plus grand commun diviseur, ou une base minimale de production, vocale ou instrumentale, ainsi que de perception auditive et cognitive. Je crois important d'ajouter que bien que la musique s'adresse à l'oreille et n'articule pas de discours semblable à celui de la langue, c'est-à-dire segmentable en unités de sens et à base phonétique, ce sont les mots, eh bien,
La langue possède néanmoins, en plus de sa dimension articulatoire dans la parole, une dimension acoustique en commun avec la musique. Cette dimension acoustique, elle apparaît clairement si j'étudie certains traits particuliers. Elle peut fournir la clé d'évolution des langues. Ainsi, en norvégien du Sud-Est, la sifflante S passe à la chuintante che dans le nom de la capitale de ce pays, autrefois Christiania, maintenant Oslo. On prononce donc Oslo. Alors que si je prends snake, où la sifflante se trouve devant un N, une nasale, eh bien, elle ne passe pas à schnake pour dire bavarder ou causer, ça reste toujours snack. Que s'est-il passé? Eh bien, l'explication, elle n'est articulatoire qu'à une première étape. C'est celle où le se, la sifflante se, assourdit plutôt le le qui est contigu. Le se assourdit le qui est contigu, et par conséquent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une latérale, le sourde, chl, qui n'existe pas en français, ni en russe, ni dans beaucoup de langues européennes, mais qui se trouve en gallois, la seule langue peut-être en Europe qui est des chl écrits avec deux L, et également dans de nombreuses langues africaines, amérindiennes et d'Asie du Sud-Est. Autrement dit, nous voyons que Oslo va passer à Oslo. Mais ici, l'explication devient acoustique et n'est plus seulement articulatoire. Qu'est-ce qui peut faire que, comme nous le voyons ici, après cette étape ici, Oslo, nous ayons une étape Oslo, avec un passage de la sifflante à la chuintante, pour l'appeler, comme l'appellent les phonéticiens, c'est-à-dire de se à che. Eh bien, la raison qui est acoustique, c'est la suivante. C'est que bien que che et chle soient très différents sur le plan articulatoire, ils sont très proches en termes acoustiques. Ils ont en effet la même structure de formant et la même répartition des hautes et des basses fréquences. Ce même phénomène s'observe dans d'autres domaines que je n'ai pas ici représentés, à savoir par exemple le fait que al devient au dans beaucoup de mots de la variante écossaise de l'anglais, le Scots, ou encore dans la variante brésilienne du portugais, à savoir qu'on y prononce non pas Brasil avec un L très en arrière de la bouche, ou Portugal, mais carrément Brasil et Portugal, et cela s'observe aussi dans les prononciations de ce le américaine de certaines parties des États-Unis, notamment le sud-ouest, où nous avons pour milk ou film, milk et film, avec une prononciation dont l'explication relève de l'acoustique. Cette dimension acoustique du changement linguistique, qui rapproche beaucoup la parole et la musique, eh bien, elle est quelque chose qui devait être signalé après l'étude ou le rappel des 5 caractéristiques ou paramètres des sons musicaux. Un dernier point commun que j'aurais voulu aussi signaler entre musique et langue, eh bien, c'est qu'une des deux modalités de l'entendre linguistique, et j'espère que cela intéressera cette chère Christine, une des deux modalités de l'entendre, eh bien, c'est non pas l'entendre catégoriel, où nous analysons, où nous segmentons en unités, nous articulons l'énoncé, mais l'entendre holistique, c'est-à-dire qui prend ce qui est perçu comme un tout, et cet entendre se rapproche évidemment de l'entendre musical, qui est, comme n'importe quel auditeur de musique le sait, une saisie non articulée d'effets sonores, bien que l'on puisse évidemment concevoir une possibilité de les articuler. Ces faits étant rappelés, comment l'invention humaine a-t-elle traité le problème de la relation entre langue et musique à travers cette forme qui les associe, qui est l'opéra? Eh bien, en Occident, dans la seconde moitié du XVIe siècle, Gesualdo, le premier sans doute, parvient, dans ses madrigaux, à détacher du texte que l'écriture contrapontique jusque-là absorbée dans les superpositions croisées de lignes mélodiques, une ligne mélodique isolée qui, de ce fait, conférait aux autres voix une fonction d'accompagnement. Un pas de plus est accompli par Monteverdi lorsque, par l'invention du dramma per musica, dans les premières années du XVIe siècle, il confère au mot un rôle gouverneur par rapport à l'harmonie, laquelle a pour fonction de dépeindre musicalement le mouvement de l'expression poétique. Son premier opéra, Orfeo, 1607, son dernier, Le couronnement de Popée, 1642, entre les deux, Monteverdi est parvenu à une union intime de la musique et de la langue. On y voit des cellules, ou on y entend des cellules mélodiques répétées qui articulent entre elles des thématiques musicales.
Un peu plus tard, l'introduction du répertoire italien en France par Mazarin va permettre à Lully, Jean-Baptiste Lully, de faire un pas de plus dans l'union de la musique et de la langue. Combiner une construction musicale avec un bon livret, épuré des raffinements rhétoriques qui alourdissent les mécaniques dramatiques. Le point important, cependant, c'est que les livrets sont en vers et que les vers se disent dans une autre tonalité que la prose. Mais au lieu que la langue musicale entre en conflit avec la poésie, elle l'exalte au contraire, car elle lui fournit l'enrichissement des vibrations et des timbres de voix, plus tard des timbres d'instruments, qui sont propres aux sons musicaux. De plus, à la charnière de la parole et du chant, se trouve un genre introduit dès cette époque et qui restera un élément essentiel de l'opéra, à savoir le fameux récitatif, qui est intermédiaire entre la poésie dite et la poésie mélodisée et contribue par là à l'intelligibilité du livret. Cependant, la tragédie lulliste, après son heure de gloire sous Louis XIV, perd beaucoup de son crédit au XVIIIe siècle, d'où une nouvelle étape de cette longue et passionnante histoire de la relation dans l'opéra entre la musique et la langue. En effet, Rameau, dans Les Indes galantes en 1735, comme dans Zoroastre en 1749, non seulement refuse de faire allégeance au livret, mais charge de fonctions allégoriques les rouages internes de la composition musicale elle-même, ce qui signifie que pour lui, la musique devrait être à elle seule son propre programme. Cette leçon sera retenue 32 ans plus tard par Gluck dans son Alceste, où les sentiments jaillissent des thèmes musicaux conducteurs au lieu de n'être que la matière d'un livret mis en partition sonore. Cela est plus vrai encore de Mozart, que sa complicité avec Da Ponte pour Così fan tutte et Don Giovanni et avec Schikaneder pour la flûte enchantée, die Zauberflöte, n'empêche pas de considérer la poésie comme la fille obéissante de la musique. Cette conception une seconde. Cela vous donne le temps de tousser. Est à l'opposé, cette conception mozartienne de l'opéra, est à l'opposé de celle d'un poète qui alors était illustre et qui était Métastase, dont le talent régnait alors, à la fin du XVIIIe siècle, sur l'opéra seria et donnait à l'écriture dramatique un poids considérable, alors que Mozart possédait un sens aigu d'une toute autre dramaturgie, celle qui, d'une manière intrinsèque, est inscrite dans les formes musicales mêmes qui sont définitoires d'un opéra. Il en résulte tout naturellement qu'une composante du texte que cette conception de la dramaturgie musicale exalte est la musique inhérente à chaque langue. Toute profération poétique dans une langue donnée, possédant son chant, virtuel ou explicite. C'est pourquoi une version française de Don Giovanni ou italienne de Die Zauberflöte, la flûte enchantée, n'est pas plus concevable que de longues dissertations sur l'amour que l'on substituerait à la pulsation, doublement musicale, langue et mélodie, des dialogues chantés. De même, seul le russe est capable de donner ces somptueuses douceurs liées à la forte palatalisation des consonnes, à la très forte diphtongaison des voyelles qui portent l'accent, en même temps qu'à des groupes de consonnes pharyngales et des groupes consonantiques fricatives, frv ou fricatives, occlusives, fricatives, stv, etc., à de grands opéras comme Boris Godunov, 1869, qui n'est pas d'ailleurs une simple mise en musique du texte de Pouchkine, mais une recréation de Moussorgsky, lequel, du reste, y insère de nombreux vers de son cru et fait chanter, par cette langue exubérante qu'est le russe, les forces vitales du peuple russe. De même encore, la variante morave de la langue tchèque imprime sa riche mélodie dans l'opéra Katia Kabanova de Janáček en 1921, qui, bien avant Bartók, en fait, avait recueilli dans les campagnes les chants de son terroir. Ainsi, la musique, qui est propre langue, entre en complicité, sinon même en symbiose, avec les propriétés définitoires de la musique elle-même, c'est-à-dire celles des sons musicaux que j'ai définis plus haut, si même elle ne s'y associe pas comme à des objets en soi dramatiques, que sont en fait les sons musicaux. Il y a même des transferts dans des langues très inattendues qui sont satisfaisants, qui ne sont pas détestables. Ainsi, dans une langue à ton comme le chinois, il existe une version de Carmen qui n'empêche pas que
les lignes mélodiques de Bizet se superposent au ton inhérent de la langue, sans être un obstacle trop grand pour la compréhension. Il est vrai que cela est déjà codé parce qu'on connaît le texte. Mais enfin, c'est un exemple du fait qu'on peut combiner des airs musicaux avec des langues qui seraient inattendues. Cette combinaison des langues avec les sons musicaux est vue par le génie de Mozart comme un mariage de deux quintessences poétiques. Ce sera encore le credo de Wagner dans un ouvrage qu'il écrivit en 1851, Opéra et drame, dans lequel il souligne que la poésie, la gestuelle, l'action visuelle n'ont pas d'autre fin dans l'opéra, qui est un art total, que de servir ensemble la musique d'une partition lyrique. On peut comprendre dans ces conditions qu'il ne pouvait pas y avoir pour les livrets wagnériens puissants poèmes chantés d'autres auteurs que Wagner lui-même, habité par l'obsession d'une fusion quasi androgyne entre la musique soudée à la poésie et cette dernière elle-même prise dans l'ellipse de l'orchestration des voix et de l'instrumentation wagnérienne. On a une image saisissante de cela dans Tristan und Isolde. Le und, le coordonnant et de Tristan et Isolde est chanté dans un couplet très célèbre par Isolde où elle dit « Oui, ce und », c'est quasiment, elle parle comme une linguiste, eh bien c'est le symbole de notre union. Nous avons un und entre nous deux, c'est-à-dire que nous sommes associés de façon insoluble. À vrai dire, il peut s'amuser à le faire, Wagner, auteur du livret, et à faire dire cela à Isolde, parce que l'allemand, comme la plupart des langues de l'Europe, ont un coordonnant et dans de très nombreuses langues plus exotiques, notamment de Mélanésie et un peu plus loin. Il est vrai que Wagner n'écrivait pas pour les Mélanésiens. Eh bien, le « et » est un verbe, ajouter ou s'ajoutera, et il n'y a pas de coordonnant « et ». Donc évidemment, les choses sont très liées aux cultures linguistiques. Verdi, qui avait une conception assez proche de celle de Wagner, a néanmoins pris un autre parti. Et le parti de Verdi, c'est que la poésie écrite du texte n'est qu'un prétexte à l'envolée des grandes mélodies lyriques, chez Verdi, patriotiques, héroïques, nostalgiques, amoureuses, etc., qui foisonnent dans son œuvre. Les librettistes de Verdi, et en particulier le célèbre librettiste très très doué de Otello, c'est-à-dire Boito, Arrigo Boito, après ceux de Rigoletto, Trovatore, Traviata, Un ballo in maschera, La forza del destino et Don Carlo, les grands opéras de Verdi, qui étaient Camarano, Solera, Somma et surtout Piave. Il a eu un grand nombre de librettistes. Ce ne sont pas tous ces auteurs de livrets de simples adaptateurs fidèles. Ils obéissent, y compris lorsqu'ils les discutent cependant, aux instructions du musicien qui concernent la trame du livret et la construction dramatique qui concerne quasiment tout, sauf l'écriture des vers. Encore que même sur ce point, Verdi, comme Wagner, interviennent quelquefois. Quant à Aïda, 1871, le livret de cet opéra ne pouvait être un poids pour Verdi, puisqu'il s'est simplement fondé, avec le concours du versificateur Ghislanzoni, sur un texte du grand égyptologue français Mariette, au moment où, comme vous le savez, on s'intéressait beaucoup à l'Égypte, passion française. Ces étapes wagnériennes et verdiennes de la dialectique indéfiniment rejouée, musique, langue, préparent l'avènement de Richard Strauss, qui s'est associé pendant près de 20 ans au poète Hugo von Hofmannsthal pour écrire de 1905 à 1919, c'est-à-dire de Salomé à La femme sans ombre, toute une série d'opéras qui sont l'épanouissement d'une écriture dramatique nourrie de fortes tensions, subvertissant en partie l'harmonie traditionnelle, avec des paroxysmes expressionnistes qui reflètent le nihilisme d'une partie de la production artistique du début du XXe siècle. Toutefois, tout cela se maintient au plus près de la tradition diatonique et également de la collaboration entre le librettiste et le compositeur, puisque Strauss écrit dans une lettre de 1908 à Hofmannsthal « Je ne vous demande que ceci, en rédigeant vos livrets, ne pensez pas du tout à la musique. La musique, je m'en charge moi seul. Bâtissez-moi un bon drame, riche d'actions et de contrastes, avec peu de scènes de masse, mais 2 ou 3 pôles bien convaincants. » Par ce parti pris classique, Richard Strauss s'apparente aux musiciens de la fin du XIXe siècle, notamment ceux qui, en France, se regroupèrent dans la Société nationale de musique, laquelle était destinée à promouvoir la musique française, en réaction contre l'enseignement et l'engouement de la musique wagnérienne. J'étais stimulé, bien sûr, par un phénomène historique très important, donc la musique n'est pas étrangère aux occurrences politiques et militaires, à savoir la défaite et l'humiliation de Sedan en 1870, et il voulait montrer que l'ombre de Wagner devait cesser de s'étendre à la manière d'un linceul et que la langue française était capable de chanter, elle aussi, une musique mélodique. Cela apparaît très clairement
dans un passage que je voudrais vous faire entendre de Saint-Saëns dans Samson et Dalila, 1877, qui est « Mon cœur s'ouvre à ta voix ». Elle le chante d'une façon particulière. Vous avez entendu tous que la tendresse devient tendresse, l'ivresse devient l'ivresse, parce que cette prononciation d'un « et » fermé est plus facile à articuler, notamment dans l'aigu. Mais ce qui est le plus frappant, à mon avis, c'est la manière dont la mélodie épouse, tout assez classiquement, puisque Saint-Saëns était un musicien extrêmement doué, mais extrêmement classique, qui a été très critiqué pour son absence absolue d'audace, extrêmement joli mélodiquement, mais en une époque où déjà on inaugurait des formes très nouvelles. Saint-Saëns écrit d'une façon encore extrêmement traditionnelle. Eh bien, Saint-Saëns, ici, nous donne une image de ce que peut être un mariage exaltant le contenu poétique par la musique. C'est ces fameuses septièmes vers ce mois d'ivresse sur lesquels j'ai essayé de figurer par les bras la montée presque à l'octave. Et ces choses sont dites au moment même où Dalila essaye de séduire Samson. Je vous rappelle l'épisode, nous sommes au moment où les Philistins, c'est le même mot que Palestine,
Ça fait des millénaires qu'il y a des conflits. Les Philistins, donc, ont demandé à Dalila, qui s'est éloignée de Samson parce qu'il commence à se méfier d'elle, de l'endormir par des paroles cajoleuses et par conséquent de le reconquérir. Et elle lui dit donc, réponds à ma tendresse, verse-moi l'ivresse. Mesdames et messieurs, verse-moi l'ivresse dans ce livret qui est celui d'un contemporain et ami de Saint-Saëns, comme l'a très bien montré l'écrivain Pierre-Jean Rémy dans son ouvrage Dictionnaire amoureux d'opéra. Cet auteur s'appelle Ferdinand Lemaire. Ferdinand Lemaire écrit comme on écrivait à la fin du XIXe siècle. Verse-moi l'ivresse, traduit en français d'aujourd'hui par des gens qui n'ont pas froid aux yeux, serait quelque chose que je ne peux pas dire en public. Mais verse-moi est extrêmement concret, et quant à l'ivresse, n'en parlons pas. Cela est mis dans une musique qui, comme vous le voyez, accentue par cette montée extrêmement forte, presque l'octave, c'est celle de la septième majeure, la ligne mélodique et le contenu du texte. Nous avons aussi des choses semblables dans les contemporains de Saint-Saëns. Nous avons cela dans le Faust de Gounod. Nous avons de violentes et sublimes provocations vocales que le génie de Gounod fait brandir par Méphistophélès. Et nous avons de même dans Carmen le terrifiant air des cartes, le bouleversant couplet de Micaëla et toutes les autres pages extrêmement célèbres de Carmen. Soit dit par parenthèse, ce n'est pas mon sujet, mais je ne peux pas résister au désir de le rappeler. Le malheureux Bizet est mort l'année même où Carmen est sortie, 1875, et il avait été critiqué violemment par des critiques ineptes et absurdes et jaloux. Seuls les musiciens, dont Saint-Saëns, ne s'y sont pas trompés et ont crié à l'œuvre de génie. Par conséquent, le malheureux Bizet, mort dans la déception et l'amertume, certains pensent qu'il est mort de l'échec de Carmen, n'a jamais pu savoir ce que Carmen devait devenir, pas seulement en France, mais dans l'univers tout entier. Aporie ou tristesse ou aléa de l'histoire de la musique. C'est une parenthèse. Et cette musique d'opéra, qui est si harmonieusement associée au texte du livret, elle incarne un choix tout à fait classique, alors qu'à une époque voisine vont intervenir de radicales mutations des architectures musicales. Le symbolisme littéraire du livret de Maeterlinck, loin de guider Claude Debussy, est dilué par lui dans Péléas et Mélisande en 1902 en un raffinement acoustique, des enchaînements d'accords, des innovations modales. Ça n'est pas encore une musique sérielle chez Debussy, mais ça n'en est pas loin où ça la prépare, qui tout ensemble neutralisent largement la force des mots. De ce genre de musique, de mise en musique, se moquait avant la lettre, dit-on, puisque c'est écrit avant, la célèbre notation de Stéphane Mallarmé dans son grand poème hermétique, Ses purs ongles, à savoir aboli, bibelot, d'inanité sonore. On a appliqué cela au Péléas et Mélisande du pauvre Debussy. Des mutations plus fortes sont celles qu'introduisent la polytonalité et les rencontres inattendues de rythme et de timbre chez le Stravinsky du Sacre du Printemps en 1913, et surtout celles qu'avait réalisées un an plus tôt, en 1912, le Pierrot lunaire de Schoenberg, admirateur pourtant des audaces de Richard Strauss. Schoenberg écrivait quelque chose de très étonnant dans un texte de 1931. Voici Schoenberg. « J'ai appris de Bach la pensée contrapontique, de Mozart la déviation par rapport au nombre pair des mesures du thème et de ses composantes, de Beethoven l'art d'allonger sans hésitation mais aussi de raccourcir brutalement, de Wagner la possibilité de concevoir des motifs en tant que quantité sonore autonome, de Brahms l'irrégularité du nombre des mesures. » Et malgré cette formation très classique qui transparaît parfaitement dans ce texte de Schoenberg, allant bien au-delà du chromatisme qui marquait déjà Tristan et Iseult en 1865 chez Wagner, va, dans son Pierrot lunaire, en 1912 donc, composer sur les textes d'Albert Giraud une partition qui est certes pré-sérielle, mais qui, déjà, brise l'univers sonore classique en noyant le chant dans un mélos atonal. Dès lors, la relation entre la langue et le texte ne pourra plus du tout désormais être la même que dans les opéras classiques ou classicisants. Beaucoup plus tard, le texte de Fioretti n'a quasiment pas d'incidence sur le mode d'orchestration ni sur la construction mélodique du Saint-François d'Assise qu'Olivier Messiaen compose pourtant en 1984 sur ce texte et sur cet auteur. De nouveau, je vous donne l'occasion de tousser tranquillement.
Des musiciens iront jusqu'à récuser plus tard la possibilité même d'opéra construit d'après des textes poétiques, au moins pour certains de ces textes. Ainsi, Pierre Boulez, qui a enseigné ici même chez nous, écrit à propos de Claudel « Les textes que Claudel a écrits spécialement pour des musiciens, pour des opéras, Jeannot Bûcher pour Arthur Honegger, Christophe Colomb pour Darius Milhaud, sont de dimension plus réduite que sa grande pièce, Le soulier de satin. Claudel, certes, n'a pas écrit seulement pour le théâtre, mais, dit Boulez, je ne crois pas davantage que son écriture poétique puisse se prêter facilement à une augmentation musicale. Elle me semble refuser une telle opération. Il y a chez Claudel une respiration de la phrase qui est déjà en soi un phénomène musical. On ne pourrait donc créer que des redondances. Il est étonnant et révélateur qu'un immense compositeur et chef d'orchestre contemporain, Pierre Boulez, considère la musique que l'on écrit sur des textes poétiques comme des augmentations, ou dans le cas où on n'augmente rien parce que la musique est déjà dans les textes, des redondances. Tout cela vous donne une idée de la manière dont s'affrontent ces deux grandes créations de l'esprit, musique et langue. Boulez, ainsi, ne croit pas qu'il puisse y avoir, comme dans les opéras de Mozart que j'ai cités, une complicité entre la musique en général et celle qui est propre à certains textes littéraires et aux langues dans lesquelles ils sont écrits. Car Boulez voit l'opéra, pour employer une formule de Xenakis, donc il n'est pas de Boulez, un immense compositeur français d'origine grecque, il voit l'opéra comme une prise de possession du texte par la musique. Les textes qui s'y prêtent le mieux sont donc ceux que l'auteur a tenté de retrouver avec le degré zéro des structures formelles sous-jacentes à la poétique de la langue, et cela en connectant par une écriture textuelle mimétique, qui est le strict contrepoint de l'écriture musicale, les syntagmes textuels et les syntagmes musicaux. Telle est à peu près l'entreprise réalisée par la collaboration entre le compositeur Pascal Dussapin, qui a été avec nous, un professeur au Collège de France, sur une chaire internationale, et le poète Olivier Cadiot dans leur œuvre commune, Roméo et Juliette ou La Révolution en chantant, 1989. Telle est aussi l'entreprise d'un autre grand compositeur et musicologue contemporain, François-Bernard Mach, qui recherche pour écho linguistique à la partition musicale non plus seulement un texte dans une langue quelconque d'aujourd'hui, mais un texte d'une vertigineuse antiquité, celle d'une langue morte depuis plus de 2700 ans. En effet, cette langue, le sumérien, a été choisie par François-Bernard Mach, tel du moins que le déchiffrement des clés phonétiques de son écriture cunéiforme nous permet de le restituer, entre gros guillemets, à peu près tel que nous supposons qu'il a été prononcé, et c'est cette chose que j'aimerais vous faire entendre dans le Kubatum de François-Bernard Mach. Les 5 chants d'amour sumériens de ce Kubatum, c'est une mise en musique des épisodes de l'histoire du roi Shushin et de sa parèdre sacrée, Kubatum, et il convoque au service de cette histoire les techniques les plus diverses de la percussion, vous avez entendu, de l'échantillonnage et du découpage en idéogrammes sonores. En conclusion, comment pouvons-nous caractériser toute cette longue histoire et cette longue lutte à la fois théorique et pratique, ou cet affrontement entre deux formes extrêmes du génie humain? Eh bien, nous voyons le texte d'opéra de Monteverdi aux Mélopées antico-modernes de François-Bernard Mach,
sans s'abolir jusqu'à une annulation de la notion même d'opéra et de mélopée sur texte de langue, se diluer en tout cas dans une écriture musicale qui n'a presque plus rien à voir avec celle, en harmonie avec un livret, des opéras de Verdi, et de Lully et même de Verdi, et qui va plus loin encore que celle des défenseurs les plus résolus du primat de la musique sur la langue, de Mozart à Richard Strauss. D'une manière assez inattendue, cette confrontation me fait penser à quelque chose qui rapproche la musique et les langues, la linguistique, je dirais, et la musicologie. En effet, en linguistique, vous allez voir que malgré ce que cela peut avoir comme air étranger à l'ensemble du propos, ça c'est étroitement lié à ce que je soutiens ici. Une des disciplines de pointe, deux des disciplines de pointe de la linguistique d'aujourd'hui, ce sont la sociolinguistique et la typologie des langues, ajoutée bien sûr à la contribution des recherches linguistiques aux recherches cognitives. Parallèlement à cela, deux disciplines de pointe de la musicologie, ce sont la socio- ou ethnomusicologie, comme vous avez pu le voir hier, et la typologie de la relation entre musique et langue, entre musique et mots. Ce parallélisme entre les deux grands domaines d'invention humaine, eh bien, il nourrit une sorte de fécondation réciproque, car de même que la musique est nécessaire à notre vie, du moins elle nous est nécessaire pour beaucoup d'entre nous, en ce qui me concerne, si je puis hasarder cette confession, je crois que je mourrai sans musique. De même, il ne peut pas y avoir de musique qui ne soit accompagnée de langue, y compris dans les formes les plus contemporaines de l'opéra, et naturellement, il ne peut pas y avoir de langue sans musique. C'est par cette ouverture que je voudrais terminer. La musique, les langues et leur mariage, plus ou moins réussi, quelquefois remarquable, quelquefois contre-vie, dans l'opéra classique et romantique et dans les formes les plus contemporaines, peut être considéré, si on veut bien m'absoudre pour cet optimisme, comme une sorte de talisman de vie. Je vous remercie.